Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il y avait l'Ukraine, la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Un conflit ouvert? Oui, un conflit ouvert, effectivement. Est-ce que c'est lié à l'énergie? Est-ce que c'est lié au fait que le 18 juillet dernier, entre l'Union européenne et Bakou, donc Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, la capacité du corridor gazier sud-européen va fournir au moins 20 milliards de mètres cubes d'ici à 2027 à l'Union européenne. On ne veut plus du gaz russe, donc on prendra le gaz azéri. Est-ce que c'est lié ou pas? Et il y a aussi le Haut-Karabakh, les revendications territoriales, on en a déjà beaucoup parlé, mais là aujourd'hui, eh bien, la guerre fait rage, ce n'est plus un bruit de bottes, ce sont les armes à feu qui parlent. Et encore une fois, nous sommes en Europe, on pensait que c'était fini tout cela, et non, ce n'est pas fini. Et nous sommes avec Corentin Clerc. Bonjour Corentin Clerc. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes chef de mission en Arménie pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Il y a quelque temps que vous êtes déjà, vous êtes allé plusieurs fois, et là vous êtes là depuis quelque temps en Arménie? Oui, en réalité, j'habite sur place avec ma famille depuis octobre 2020, donc lors de la précédente guerre du Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que vous habitez là en Arménie. D'accord. Et avec votre famille. Alors, Corentin Clerc, décrivez-nous la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a engendré cela? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors écoutez, je crois qu'on assiste à la reprise d'une guerre qui est en fait un conflit ancien. Depuis la fin de la période soviétique, l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'affrontent, notamment sur la question épineuse du Haut-Karabakh. Oui. Il y a 2 ans, l'Azerbaïdjan avait emporté une victoire militaire significative contre l'Arménie, ce qui lui avait permis de récupérer environ la moitié, un peu plus des territoires du Haut-Karabakh. Mais là, la situation est complètement différente puisque l'Azerbaïdjan ne mène plus d'opérations militaires sur la région du Haut-Karabakh, mais bien directement sur le territoire de la République d'Arménie, donc le territoire souverain reconnu par la communauté des nations. Oui. Vous voulez dire que les opérations se passent aujourd'hui en territoire arménien? Absolument, absolument. Les combats ont lieu sur le sol de la République d'Arménie. L'Azerbaïdjan s'est déjà franchi plusieurs dizaines de kilomètres carrés de territoire arménien. Et donc là, oui, la guerre se passe en Arménie, les soldats meurent en Arménie. Et cette guerre se fait selon des moyens qui sont aussi d'une toute autre nature, c'est-à-dire qu'il y a de l'artillerie lourde qui est engagée, des drones de combat, notamment les fameux drones Bayraktar turcs, oui. Qui pilonnent les positions militaires arméniennes, mais également, et c'est ça qui est nouveau, des villes remplies de civils. Donc il y a 5 villes principales qui ont été visées, les villes de Vardenis, Djermouk, Goris, Sisian et Kapan. Donc si vous prenez la ville de Kapan par exemple, c'est 45 000 habitants, donc ce sont quand même des villes d'une taille très significative, dans lesquelles les habitants sont obligés désormais de se terrer dans les caves pour se mettre à l'abri, et on parle déjà à l'heure actuelle de quasiment 8000 déplacés qui ont fui les zones de combat pour monter dans la partie nord de l'Arménie. Ce qui laisse envisager évidemment une crise humanitaire d'une ampleur tout à fait significative. Et depuis quand très exactement, Corentin Clerc, ces incursions et ces combats en territoire arménien? Alors ça fait bientôt 2 ans que l'Azerbaïdjan régulièrement lance des attaques contre l'Arménie, mais qui sont toujours très, très minimes, très sporadiques. Oui. Là, ces combats ont éclaté pendant la nuit du 12 au 13 septembre, donc dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Donc, à l'heure où nous parlons, ces combats sont arrêtés. Il n'y a plus d'échange de tirs. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut souligner, l'Azerbaïdjan continue d'acheminer jusqu'à la frontière du matériel militaire, et notamment des blindés, et continue de recevoir de l'armement, notamment en provenance de Biélorussie, de Turquie et d'Israël. Ce qui laisse supposer qu'en fait cet arrêt des combats n'est qu'une pause dans un processus beaucoup plus long, et que ces combats vont reprendre sous peu. Mais ce qu'on dit, alors dites-moi ce qu'on dit en Arménie, puisque vous y êtes, c'est quoi en fait? Bon, le Haut-Karabakh, parce que comme vous avez dit, ils ont pris une bonne partie des Azéris du Haut-Karabakh. C'était effectivement depuis 30 ans, c'était un territoire de discorde. Mais c'est quoi, selon ce que disent autour de vous, enfin les responsables arméniens et vous-même, c'est quoi? C'est une volonté de maîtriser l'Arménie, de l'amener à récipicence, de l'amener à soumission? C'est quoi le but? C'est ça qu'on ne voit pas.
Alors il y a un double objectif qui est proclamé par l'Azerbaïdjan. Le premier, effectivement, c'est de faire pression pour récupérer la partie du Haut-Karabakh qui reste encore entre les mains de l'Arménie, enfin plus exactement de l'armée russe qui protège ce territoire-là. Oui. Le second objectif, c'est l'Azerbaïdjan demande à ce que l'Arménie lui cède une partie de sa province du Sud pour y établir un corridor routier afin de relier, si vous voyez sur la carte qui est derrière moi, vous avez la grande partie de l'Azerbaïdjan et une petite enclave qui s'appelle le Nakhitchevan, qui est située ici, et qui est coupée de l'Azerbaïdjan par la région du Sunik, la région sud de l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan exige que l'Arménie lui cède une partie de cette province pour y établir des voies de communication ferroviaires, routières, et ce qui va nous intéresser aussi, ce sont des voies d'acheminement du gaz et du pétrole, puisque l'Azerbaïdjan est très riche. Chose que refuse absolument l'Arménie. L'Arménie refuse de donner une partie de son territoire souverain à son voisin, ce qu'on comprend tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est les deux visées géopolitiques principales de l'Azerbaïdjan, auxquelles il faut en ajouter une troisième qui commence à grandir, un bruit qui commence à se faire entendre de manière de plus en plus fortement dans les opinions publiques turques et azerbaïdjanaises, puisque les deux pays sont très liés. Oui. Et ce bruit, c'est ni plus ni moins que la disparition de l'Arménie. Est-ce que ce n'est pas... Alors dites-moi juste, oui, on a entendu ça, mais ça paraît assez quand même énorme. Ce n'est pas, disons, ce n'est pas un bruit lancé par les Arméniens pour dire regardez, on veut nous supprimer. Non, ça a été dit par soit la Turquie, soit l'Azerbaïdjan, ça a été communiqué et dit clairement. C'est-à-dire que oui, les Arméniens savent que depuis le génocide, ils sont menacés par leurs voisins turcs. C'est pas une nouvelle et effectivement. 1915, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Mais là, la nouveauté, c'est que les responsables politiques, qu'ils soient turcs ou azerbaïdjanais, ne se privent pas de rappeler à l'Arménie qu'ils peuvent la faire disparaître. J'en ai pour preuve un tweet, je crois, une déclaration d'un député turc qui date d'hier, qui disait que je vais vous le lire en substance. Mais c'est quelque chose de tout à fait hallucinant, qui menace ouvertement l'Arménie, en expliquant la chose qui suit. Nous disons à l'administration arménienne, décidez-vous, je vous rappelle encore une fois que la nation turque a le pouvoir d'effacer l'Arménie de l'histoire et de la géographie, et qu'elle est à la limite de notre patience. Donc là, on est sur une déclaration même pas déguisée. On sait que dans les 115 ans menés par l'Arménie et la Turquie, la Turquie et l'Azerbaïdjan, on appelle les Arméniens les restes de l'épée, c'est-à-dire les survivants en fait du génocide de 1915. Ouais, il y a énormément en fait qui montrent là un risque en tout cas. Ouais. Et puis dire ça 105 ans après le génocide de 1915, c'est assez effectivement terrifiant. Derrière cela, Corentin Clerc, faisons un peu de géopolitique, mais c'est pas un théâtre, hein, c'est la triste réalité. Et comment se positionne, alors, puisqu'il y a l'histoire du gaz, hein, le fameux corridor gazier sud-européen, l'Azerbaïdjan est très sollicité, s'est engagé, etc. L'Europe, à votre connaissance, pour le moment, ne bouge pas. Il y a eu quand même... on parlera de l'Amérique ensuite, mais est-ce que l'Europe s'est manifestée, l'Union européenne, etc., ou pas, jusqu'à aujourd'hui? Pas de manière significative, à part quelques déclarations individuelles pour condamner l'attaque de l'Azerbaïdjan. Ça reste très, très frileux, disons. D'accord. On peut peut-être le mettre en relation avec justement le récent contrat gazier qui a été signé avec l'Azerbaïdjan pour compenser les pertes liées aux sanctions contre le gaz russe. Ouais. Après, des pays plus individuellement se sont exprimés. La France, notamment, a fait quelques déclarations pour indiquer que c'était pas juste une hausse des tensions, mais qu'il y avait bien une attaque de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, vu le déséquilibre des forces en présence, avec l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie contre la petite Arménie, ce ne sont pas des déclarations qui vont permettre d'éviter le désastre humanitaire qui s'annonce. Oui, qui se prolonge, et qui s'annonce, c'est ce que vous dites. En revanche, quand même, Nancy Pelosi et les démocrates ont manifesté assez clairement, très clairement, puisque Nancy Pelosi était en Arménie et a soutenu, effectivement, le gouvernement arménien, et a dénoncé surtout, dit-elle elle-même, l'agression de l'Azerbaïdjan. Donc, vous pensez que là, les pays Amérique, Russie prennent leur marque en ce moment? Alors, il faut comprendre qu'en Arménie, on est dans une zone traditionnelle d'influence des Russes. Et ce, depuis la fin de l'Union soviétique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette attaque de l'Azerbaïdjan intervient en ce moment, pendant que la Russie est un peu enlisée en Ukraine.
L'Arménie, d'ailleurs, est membre de l'organisation du traité de sécurité collective, qui est un petit peu le pendant de l'OTAN pour les Russes, D'accord. qu'elle a appelé à son secours lors de l'attaque de l'Azerbaïdjan. Et cette organisation a refusé d'intervenir, notamment parce que plusieurs pays d'Asie centrale avaient posé leur veto à une intervention militaire, parce que ce sont des pays qui sont plus traditionnellement alliés de l'Azerbaïdjan. Donc là, s'établit un peu l'échec de l'alliance russo-arménienne, puisque la Russie n'est pas capable de venir au secours de l'Arménie attaquée. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il faut comprendre la venue de Nancy Pelosi, justement, qui vient peut-être, alors on ne sait pas encore ce qui s'est dit dans les différents échanges qu'elle a pu avoir avec les responsables politiques, mais peut-être proposer une alternative à cette alliance russo-arménienne. Commence à glisser un petit peu, et en tout cas qui patine pour venir au secours de l'Arménie. Ce qui est terrible dans tout ce que vous dites et qu'on sait, Corentin Clerc, c'est qu'encore une fois, il y a des peuples qui vont être effectivement les victimes, comme d'habitude, de ces grandes manœuvres, et c'est ça qui est terrible. Et il va y avoir encore des gens qui meurent, et je ne dirais pas pour rien, mais enfin, c'est terrifiant qu'à chaque fois, pour des motifs que ce soit l'Ukraine, la Russie, et là, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pourquoi? Est-ce que c'est pour des gros sous? Est-ce que c'est, oui, des conquêtes de territoire? Mais jusqu'où on peut aller, et effectivement, quand certains, même si c'est un député, commencent à parler de disparition d'un pays ou d'un peuple, on sait ce que ça veut dire, même si ça n'appartient qu'à une seule personne. Vous êtes vous-même, je veux dire, pessimiste sur ce qu'on va vivre dans les jours ou semaines ou mois à venir? Oui, je suis assez pessimiste, notamment parce que y a quand même peu de relations concrètes de la communauté internationale. Or, c'est la seule chose qui pourrait en fait permettre à l'Arménie de sortir par le haut de cette crise. Il faut comprendre qu'en fait, l'Azerbaïdjan est vraiment en train d'opérer un test. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on attaque les frontières de l'Arménie? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que les pays s'interposent, etc. Si aucune réaction n'est manifestée, c'est sûr que ça ira plus loin. Je suis notamment inquiet, moi, pour la région sud de l'Arménie, le Syunik, qui est quand même attaqué de toutes parts. Le front, à l'heure actuelle, fait 150 km de large, donc c'est tout à fait conséquent. Et c'est une région qui fait 40 km de profondeur en son endroit le plus étroit, ce qui fait qu'en fait, c'est très facilement prenable par une offensive militaire. Donc je suis assez pessimiste, et puis les Arméniens que je rencontre, je dirais quotidiennement, le sont aussi. Ils se demandent si dans un an ils pourront encore habiter leur maison, si leur pays existera encore. Voilà, c'est très très inquiétant. C'est quand même très inquiétant, très grave, et de la part surtout d'un pays et d'un peuple qui a connu le sort que l'on sait il y a un peu plus de 100 ans. C'est quand même plus que dramatique. Merci Corentin Clerc pour ces éclaircissements, et on restera en contact avec vous. Merci. Merci André Berkoff.